Alors, je vais vous parler en quelques minutes de l'apprentissage coopératif, sachant qu'on va le placer dans le paradigme du constructivisme. L'apprentissage coopératif, on va en donner avec Alain Baudry, 2007, l'activité collective orientée vers un objectif partagé par tous et qui peut être mis à profit par chaque membre du groupe dans une perspective d'apprentissage. Pour le dire vite, on est plus intelligent à plusieurs. On va avoir deux notions, la comparaison sociale et l'intersubjectivité que je vais présenter. La comparaison sociale dans un premier temps, où on va avoir deux notions, la dissonance cognitive, on appelle aussi l'effet Festinger, où le sujet a une image positive de lui-même et il cherchera toujours à restaurer cette image au cas où, lorsqu'il est en situation de groupe, par exemple sous pression d'un groupe, il peut être amené à poser un acte qui soit contraire à son système de valeurs, qui soit contraire à ce qu'il croit et à ce qu'il pense, et donc il va essayer de restaurer cette image positive de lui-même. La deuxième notion dans cette comparaison sociale, c'est le stéréotype social. Donc déjà plus connu, cet étiquetage que l'on met à une communauté, c'est donc une catégorisation, on va tirer un trait simple, on va simplifier les choses et on va généraliser à l'ensemble d'une communauté, d'un groupe, et se comporter en fonction de cette étiquette. L'intersubjectivité, elle, c'est le fait, cette tendance qu'a l'être humain à construire son savoir avec les autres, et non pas à se préférer soi comme dans la comparaison sociale. La collaboration contradictoire va créer entre les sujets des désaccords. Le sujet va donc être déséquilibré dans sa pensée, et il devra revoir sa position, revoir son point de vue, justifier, argumenter. Le fait que ce sujet soit confronté à un autre point de vue que le sien est à l'origine d'un processus que l'on va plutôt qualifier d'intrasubjectif, où le sujet devra réorganiser ses connaissances. C'est ce que l'on va appeler, avec Jean Piaget, le conflit socio-cognitif, qui va se décliner en plusieurs étapes, 3 étapes principales: déséquilibre, décentration et coordination. Le conflit socio-cognitif, les sujets ne sont pas d'accord entre eux, ce qui va provoquer un double déséquilibre. Sur le plan affectif, un déséquilibre relationnel, affectif donc, et sur le plan des représentations, un déséquilibre cognitif. C'est parce que je veux retrouver une relation de qualité avec le sujet qui est en face de moi que je vais essayer de faire cet effort de décentration et d'entrer dans la tête de l'autre. C'est-à-dire comprendre pourquoi l'autre ne pense pas comme moi. Et c'est cette décentration qui va être indispensable pour que la personne, le sujet, puisse coordonner les autres points de vue au sien initial. Et ainsi, on aura la coordination des points de vue, donc, qui vont se coordonner dans l'échange. Piaget disait, coopérer, c'est opérer à plusieurs, faire des opérations mentales, mais à plusieurs. La pensée du sujet va s'enrichir de celle des autres. La collaboration constructive prend ses racines dans une psychologie américaine axée, elle, sur les coordinations sociales, sur les régulations interpsychiques. On va parler de socio-constructivisme. Donc avec Vygotsky, on aura dans cette perspective plusieurs continuateurs dans les recherches américaines, Brunner, Birch, Forman, McCormick, etc. Et en situation de collaboration, les sujets n'ont pas besoin, là, d'être en désaccord. On va construire le savoir, effectivement, toujours en groupe, en commun, mais grâce aux activités langagières qui vont être à l'origine de ces régulations interpsychiques. Apprendre en coopération, on va avoir deux possibilités de mise en place de ces situations coopératives. En interdépendance ou en indépendance des ressources, c'est-à-dire des informations mises à disposition des sujets. Lorsqu'on va parler d'indépendance des ressources, il s'agira de donner à l'ensemble des membres du groupe les mêmes informations. Et les travaux de recherche montrent que la situation va induire des confrontations et le maintien de ces confrontations, donc des conflits, le conflit socio-cognitif. Et là, Doise, Muni, Eric Clermont, Nicolet, Johnson et Johnson, etc., Butera, Céline Busch, ont montré que ces conflits socio-cognitifs aboutissent à des bénéfices.
des bénéfices cognitifs. Principalement sur les acquisitions nouvelles, sur les tâches scolaires, sur la compréhension d'informations, la compréhension des raisonnements, ou sur des informations donc nouvelles. Les avantages de cette situation d'indépendance des ressources, eh bien, c'est que la confrontation constructive va augmenter la motivation à comprendre les oppositions, à comprendre des points de vue qui ne sont pas le mien en tant que sujet. Et donc, on va améliorer la compréhension de l'argumentation, du raisonnement. Ça va stimuler aussi la compréhension des nouvelles perspectives. L'indépendance des ressources va entraîner aussi la comparaison, malheureusement, et va sans doute entraîner la comparaison sociale avec des régulations de compétition. Et là, on est dans plutôt des difficultés, puisqu'elles vont s'opposer. L'énergie va être consacrée à la régulation sociale, non pas à la centration sur la tâche. On va avoir là des stratégies d'évitement aussi, de la complaisance. Bon, ben oui, si tu dis que c'est vrai, ça doit être vrai, donc je ne vais pas faire d'efforts intellectuellement. Je vais imiter. Je vais reconnaître, d'ailleurs, souvent le sujet va reconnaître son infériorité et laisser à l'autre le fait de comprendre mieux, et donc de mieux réagir. Johnson et Johnson, en 1995, a montré que travailler avec des informations identiques, ça va stimuler les stratégies défensives, d'auto-affirmation, d'invalidation d'autrui, et donc ça va être propice à des relations compétitives, et ces dernières bloquent les bénéfices des confrontations, et donc néfastes aux apprentissages. L'interdépendance positive des ressources, elle, donc lorsque j'ai des ressources différentes, des informations différentes à donner à chacun des membres du groupe, eh bien, on va voir que cette dépendance informationnelle va placer au centre les apprentissages. L'interdépendance va être favorable puisque les sujets attendent fortement des échanges et reconnaissent la nécessité d'échanger des ressources, puisqu'ils ne les ont pas, ils vont avoir besoin de l'autre. Et donc la nécessité de s'écouter entre eux. On constate aussi une augmentation de la responsabilité individuelle. Lorsque on enseigne à quelqu'un, la connaissance est renforcée, mais en plus de ce renforcement des connaissances individuellement, c'est aussi le renforcement de la responsabilité et de l'engagement personnel. Ce qui est très utile dans nos classes avec nos élèves qui vont tout de suite prendre et comprendre la nécessité d'échanger entre eux et de s'écouter. Mais il y a aussi un inconvénient à l'interdépendance des ressources, puisque on peut être aussi penser que certains élèves ne vont pas, ou certains sujets ne vont pas avoir une bonne compréhension des informations qu'ils ont reçues, ou bien une moindre transmission des informations qu'ils ont à transmettre à leurs collègues. Et les bénéfices pourraient se voir donc détériorés, amoindris par cette mauvaise qualité de la transmission. Il y a donc une possibilité que cette variable soit défavorable en interdépendance. Pour conclure, les contextes de conflits socio-cognitifs, de collaboration, sont des situations globalement bénéfiques aux apprentissages. Les deux dispositifs, en indépendance des ressources ou en interdépendance des ressources, sont intéressants à réaliser. On peut contrecarrer les inconvénients de la mise en compétition par un renforcement positif collectif, ou bien créer par exemple des intergroupes. C'est-à-dire que des groupes vont s'opposer entre eux, donc ça va renforcer en intragroupe la motivation à être plus performant. Mais on peut aussi éviter le problème de la qualité de la transmission en accompagnant ces sujets, en diminuant la difficulté, en les entraînant peut-être aussi les accompagnant à la transmission.